Bonjour chers amis du Nouveau Monde et bienvenue sur le podcast du chemin de la guérison. Je m'appelle Anne, je suis la créatrice du sommet de la guérison holistique, auteure, coach holistique et thérapeute. Dans ce podcast, vous trouverez de nombreuses et précieuses clés de conscience pour votre évolution personnelle, votre guérison sur tous les plans et la co-création du Nouveau Monde au travers de la psychologie, de la spiritualité et de rencontres avec des personnes inspirées et inspirantes. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va aborder le thème des conflits. Conflits de couple, conflits en famille, en amitié, mais aussi conflits au travail. Nous sommes tous concernés, mais nous ne savons pas toujours comprendre les enjeux de ces situations et y faire face au mieux. Pour clarifier tout cela et surtout pour trouver des clés de résolution positives pour soi et pour la relation, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Bouillot, psychopraticienne, spécialiste en gestion des conflits et en libération émotionnelle. Bonjour Emeline, ravie de t'accueillir de nouveau. Comment vas-tu? Bonjour Anne, je vais très bien, je suis très honorée d'être ici et ravie. Alors avant de commencer, est-ce que tu veux compléter un petit peu ta présentation pour qu'on sache un petit peu mieux qui tu es et tes spécialités? C'est parfait, c'est vrai que depuis quelques années, je me suis centrée sur ma compétence je suis donc psychopraticienne en santé émotionnelle. J'aide les personnes à utiliser une approche sensorielle très rapide pour pouvoir se libérer des émotions perturbatrices et c'est un outil bien précieux quand on est en conflit. Ok, bien, merci pour ce complément. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, Emeline, est-ce que tu peux nous dire comment on est un conflit, quelle en est l'origine, si on regarde un petit peu plus sous la surface? Alors, un conflit, c'est d'abord un désaccord entre deux personnes au moins, parfois plus. Et ce désaccord, il parle de la représentation de chacun. On a chacun une représentation du monde. Il n'y a pas de vérité. Il y a des faits, il y a des situations, et on vit ça avec sa propre représentation du monde. Et j'ai envie de citer Boris Cyrulnik, qui est le parrain de l'association que j'avais créée, qui nous dit la violence procède de notre incapacité à entrer dans le mode de représentation de l'autre. C'est bien ça le problème, c'est-à-dire que chacun est dans son monde, dans son univers, et parfois c'est insupportable. Et le conflit, de toute façon, est là. C'est un désaccord. Alors, ça touche le domaine émotionnel, évidemment relationnel, et ça touche à la personne elle-même, à son identité, aussi à son statut parfois. C'est aussi une rupture de l'accord de distance sociale. Et quels sont les grands profils en fait de comportement face au conflit? On sait qu'il y a des gens qui ont peur du conflit, des gens qui sont en colère tout de suite, d'autres qui génèrent volontairement le conflit, qu'on appelle un peu vulgairement les fouteurs de merde. Donc comment ça s'explique, tous ces profils? Ça vient d'où? Alors, ces profils, ils viennent de nos histoires personnelles. Il n'y a pas de réponse unique. Nous sommes tous des êtres uniques et donc il y a des réponses diversifiées selon ce que l'on est. Il n'y a pas de juste milieu de fouteur de merde ni quoi que ce soit. En fait, quand on est en résolution non violente des conflits, c'est ce que j'applique, on recherche la justesse pour chacun, c'est-à-dire aligner à la fois ses pensées, ses valeurs et ses actes. Et les différents types de profils de comportement face au conflit, je vais les décliner en deux niveaux. Il y a le niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on peut par exemple chercher à coopérer, c'est ce qu'on appelle la coopération, la collaboration, ou alors on va chercher à être en compétition. On dit parfois, est-ce que tu es hérisson ou paillasson? C'est-à-dire hérisson, je vais chercher à me défendre, ou paillasson, je vais me laisser marcher sur les pieds. Donc, on peut être amené donc à réagir, à se soumettre, à être aussi dans le déni, l'évitement, le retrait, l'inaction. On peut aussi provoquer des déplacements, c'est-à-dire on a un problème dans un domaine avec une personne et on va déplacer ça avec une autre personne. On le voit beaucoup dans le milieu du travail. On fait aussi beaucoup de projections. C'est-à-dire quelqu'un va arriver, on l'a déjà catalogué, on a déjà pensé des choses sur cette personne alors qu'on ne la connaît pas. Ça, c'était au niveau psychologique. Au niveau biologique, physiologique, pardon, la réaction, ça va être une réaction d'attaque,
de fuite ou d'inhibition. Et c'est d'ailleurs drôle parce que on retrouve ces trois façons archaïques de réagir face au stress. C'est la même chose. Attaque, fuite, inhibition. Et ce sont des réactions de survie pour essayer de s'en sortir. Alors, tu parlais des footeurs de... Pour moi, il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a pas de personnes qui ont a priori des intentions malveillantes, même si dans le réel, on peut le ressentir comme ça. J'ai pas envie de les cataloguer, j'ai envie de dire que ce sont des personnes en souffrance. Et donc, la question pour moi, si je suis face à des personnes comme ça ou une personne comme ça, c'est comment je vais arrêter de jouer avec cette personne. Parce que si on joue à deux, le ping-pong, évidemment, il va se passer des choses. Mais si je ne me laisse pas prendre dans ce jeu, on connaît le jeu psychologique du triangle de Karpman, persécuteur, victime, sauveur. Ben, si je ne joue pas, je vais pouvoir éviter de faire grandir le conflit et trouver une issue honorable. Alors parfois, la colère ou la peur que l'on ressent lors d'un conflit est complètement disproportionnée. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette disproportion en fait? Alors on a vu, le conflit, c'est un désaccord avec une dimension émotionnelle. Boris Cyrulnik, que j'adore, nous dit: nos opinions sont des aveux autobiographiques. Eh bien, nos colères et nos peurs aussi sont des aveux autobiographiques. Tout ça, ça parle de nous. Ce sont des occasions de croissance personnelle ou interpersonnelle magnifiques. Que ce soit quand je suis en conflit ou quand je suis perturbée émotionnellement, sont des occasions pour grandir avec. C'est disproportionné, oui, parce que souvent, ça réveille des problématiques émotionnelles non régulées et qui se sont même parfois chargées au fil du temps. Et donc, c'est le gros sac à dos qui est là et tout est là en même temps. Donc, ça peut paraître un petit peu, disproportionné, mais derrière, souvent, il y a un ressenti, parce que le stress est là, la peur est là, c'est comme un ressenti de danger de mort. C'est pour ça qu'on parle de cerveau reptilien, de cerveau de survie. Et comment être dans la vie si on reste dans la survie. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer de la survie à la vie. Donc même si on a de beaux principes de communication non violente, souvent lors d'un conflit, on a beaucoup de mal à les appliquer. Je pense que tu as commencé un petit peu à l'expliquer, mais est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu plus pourquoi on a tant de mal à appliquer nos principes? Alors, quand on est en conflit, on est dans l'émotionnel et on évoque à ce moment-là du cerveau de survie, le cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cerveau reptilien, lui, il est très loin du néocortex, celui qui nous permet de réfléchir, de penser. Et le néocortex, à ce moment-là, il est débranché. C'est pour ça que on ressent que la pensée est brouillée quand on est trop dans l'émotion et dans le conflit. On se dit là, mais je sais même plus comment je m'appelle. Et puis vraiment, il y a une espèce un état de panique intérieure avec un ressenti qu'il faut sauver sa peau. Ça, c'est parce qu'on est dans le cerveau de survie, le cerveau de reptilien. Donc, si je suis dans ce cerveau reptilien, j'ai beau avoir appris des tas de choses. Moi, je suis formatrice, j'ai travaillé pendant longtemps comme formatrice à la gestion des conflits. Et j'ai bien observé que pour moi-même et pour les stagiaires que j'accompagnais, quand ils étaient trop dans le stress, trop dans l'émotion, tout ce qu'ils vous avaient appris n'était pas disponible, n'était pas là, disponible pour pouvoir l'utiliser. Et donc, c'est parce qu'on est bloqué dans le cerveau de survie. Donc, pour pouvoir utiliser des connaissances, par exemple, en communication non violente, eh bien, il va falloir d'abord s'occuper de se libérer émotionnellement. Il y a un très bon livre de Marshall Rosenberg, le psy qui est à l'origine de la communication non violente, justement, qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, qui permet de comprendre que dans le conflit, il y a de multiples sources de malentendus entre ce que je veux dire, ce que je dis en réalité et ce que l'autre comprend. Au final, il y a plein de jalons d'incompréhension. Comment est-ce qu'on peut éviter ou minimiser cette perte d'information, à ton avis? C'est-à-dire qu'en fait, je parle dans le vide, ou alors, soit je parle dans le vide, ou alors la personne en face de moi va réagir et me montrer qu'elle n'est pas d'accord.
et la communication ne sera pas fluide. Donc le conflit, il est là puisqu'on sent qu'il y a un désaccord. Chacun est dans son univers, dans son mode de représentation du monde. C'est ça que tu veux dire? Oui, en fait, je pensais que tu m'avais parlé un petit peu de la reformulation. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut être utile ou c'est même Alors, pas la peine? tout à fait. Alors, effectivement, je vais reparler de la reformulation, mais je reviens au fait de minimiser un conflit ou de l'éviter. Pour moi, un conflit qu'on va éviter, c'est un conflit non réglé, c'est une bombe à retardement. Et un conflit qu'on va minimiser, c'est pareil. C'est-à-dire que on fait beaucoup ça, hein. C'est-à-dire on veut pas les voir, on fait comme si tout allait bien, on y va en force, souvent dans l'emprise, et puis à un moment donné, ça marche pas. Parce que même le plus petit conflit qui n'est pas réglé, ça veut dire réglé, ça veut dire que je vais trouver un accord de distance juste pour moi et pour l'autre. Chacun va être OK. Tandis que si c'est dans la soumission, l'emprise, etc., ça ne marchera pas. Donc, effectivement, l'écoute reformulation, c'est un des outils puissants pour vérifier si le message est bien entendu. Et mettre en mots ce qui se passe, ce qu'on vit, avoir un espace de communication, avoir un espace de régulation des conflits, que ça soit dans la relation à deux, dans le couple par exemple, ou dans un groupe. On voit dans les associations, souvent les associations ont beaucoup de mal à gérer les conflits. Eh bien, quand on a un espace, des temps de régulation, eh bien, on peut vraiment avancer et on va passer de la compétition à la coopération. On va sortir des jugements et des préjugés. On va accroître sa tolérance et on va pouvoir mieux accepter ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, alors que à un moment donné, c'est insupportable. On va dire que c'est trop loin de ma zone proximale de développement. C'est un concept de Vygotsky, c'est ancien, la ZPD, la zone proximale de développement. Quand l'autre a sa vérité qui est tellement éloignée de la mienne, c'est insupportable. Et donc, ça permet donc d'accroître la tolérance et puis de transformer les frustrations en force de vie. Vous l'aurez compris, moi je pars du principe que tout ce qu'on vit et qui est difficile, ce sont vraiment des occasions, des opportunités pour grandir avec et, et faire de nos difficultés des forces. Je suis résiliente, je suis beaucoup intéressée à la résilience et la résilience, c'est la capacité à transformer le métal de la souffrance en or du lien interpersonnel. Et à la fin de cet entretien, je vous donnerai quelques conseils pratiques. Et j'ai l'impression aussi que quand on éprouve de la colère lors d'un conflit, on n'est pas souvent conscient du besoin, parce qu'il y a toujours un besoin derrière la colère. On n'est pas souvent conscient du besoin qui se trouve derrière notre colère. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis complètement d'accord. Derrière la colère se cache toujours un besoin, parfois même pas conscientisé, en tout cas non exprimé. Et ça, c'est important. La colère, elle a du sens. Alors, il ne s'agit pas évidemment de crier sur quelqu'un ou de taper parce qu'on est en colère. Mais déjà, dans un premier temps, de se dire, mais de quoi cette colère me parle-t-elle? Elle me parle de ce besoin. Est-ce que c'est moi qui dois prendre en charge ce besoin ou pas? Je parle souvent au niveau des émotions. Je dis, les émotions, c'est comme un caillou dans la chaussure. Et on passe son temps à faire croire à l'autre que c'est à lui de nous enlever le caillou dans la chaussure. Or, non. Si j'ai un ressenti de caillou dans la chaussure qui représente une émotion qui a été activée par l'autre personne, c'est à moi de m'en occuper. Mais on n'a aucune éducation là-dessus, en fait. Donc, On n'a aucune le premier éducation, mouvement, mais c'est de croire que l'autre est responsable. tout Et à là, c'est fait. vraiment bien de pouvoir comprendre ce que tu dis parce que Ça. c'est important, on devrait l'apprendre à l'école, hein. Et oui, mais là, je suis en train de former une enseignante qui va former ses élèves. Voilà, donc dans le stress, il y a de l'émotion. Et ce qui est incroyable, c'est que parfois même, on va oublier l'objet du conflit. C'est-à-dire qu'on va en faire une affaire personnelle et on va passer aux attaques personnelles et on va oublier le problème de départ et on va commencer à dire tu es ceci, tu es cela, etc. Ce sont des glissements très fréquents. Et alors que l'objectif, je suis en conflit, il y a la confrontation de deux besoins
qui pour le moment n'arrivent pas à être accordées, on ne peut pas répondre ensemble. Euh, donc, on va chercher comment on peut prendre en compte son besoin et en même temps prendre en compte le besoin de l'autre. Évidemment, il y aura à ouvrir un peu sa représentation. Parce que si on veut rester complètement bloqué sur sa représentation du monde, il va rien se passer. Donc, ouvrir sa représentation du monde, conscientiser son propre besoin, accueillir le besoin de l'autre, et là, on pourra aussi utiliser la créativité commune pour trouver ce que j'appelle une issue honorable sans perdant ni gagnant. Alors, tu as parlé un petit peu de la libération émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce qu'elle peut être une aide précieuse, voire indispensable pour la gestion des conflits? Alors, effectivement, pour moi, la libération émotionnelle, c'est indispensable lorsque nous sommes en conflit. Parce que d'abord, nous sommes activés émotionnellement et comme j'ai déjà dit, on se retrouve bloqué dans le cerveau de survie, le cerveau reptilien. Et là, on est complètement affolé. On n'a qu'une envie, c'est de sortir de ce ressenti de danger de mort et de tout faire pour retrouver la capacité à penser et à gérer sa vie. Donc, moi, j'ai beaucoup pratiqué d'approche en libération émotionnelle et quand j'ai découvert l'approche sensorielle que je pratique aujourd'hui, vraiment, ça m'a changé la vie. C'est pour ça que j'accompagne les gens et surtout, je forme les gens à l'autonomie émotionnelle parce que ça s'apprend assez facilement et surtout, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'en moins de 2 minutes, dans l'instant, quand je suis dans le bug émotionnel, je vais pouvoir retrouver non pas seulement de l'apaisement, mais libérer à la source, vraiment à l'endroit où ça s'est enraciné, évidemment dans l'inconscient, l'origine de la perturbation émotionnelle. Donc, se libérer émotionnellement nous fait quitter le cerveau de survie et à ce moment-là, on va pouvoir à nouveau exprimer son besoin. Souvent, j'explique, vous n'êtes pas en colère par hasard, vous n'êtes pas mal par hasard, vous n'êtes pas en conflit par hasard. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à partir de ça? On parle beaucoup en communication non violente d'identifier son besoin pour ensuite faire des demandes et demander avec l'autre ce qui est possible. Voilà. Donc, le conflit, le besoin, faire des demandes et être créatif et coopérer au lieu de se mettre en rivalité et en compétition. Voilà. Et donc, quand on est apaisé émotionnellement, on retrouve des connaissances qu'on a, par exemple, en communication non violente. Donc, ça veut dire finalement un conflit est toujours l'occasion de rejouer une problématique de l'enfance qui a pas été réglée, c'est ça? Alors, rejouer une problématique qui n'a pas été réglée à chaque fois. Alors, parfois, ça va rejouer des problématiques très anciennes. Et puis, on peut avoir cumulé, on s'en est défendu. Mais tout ça, ça s'est entassé, comme je disais, dans le sac à dos. Et puis, à un moment donné, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est d'ailleurs le cas pour le burn-out. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on n'en peut plus, on pète les plombs, entre guillemets. Et en fait, ce sont des vieux paquets qui remontent. Moi, je parle de la Madeleine de Proust inversée. C'est-à-dire que la Madeleine de Proust, je me retrouve à sentir l'odeur du Madeleine, ça me remet chez ma grand-mère, comme disait Proust, qui faisait du bon café, etc. Mais on a la même chose avec des situations traumatiques ou des conflits répétitifs à minima qui ont la même valeur qu'un trauma. On a la couleur, le son, les odeurs, tout, tout ce qu'on a engrammé au niveau sensoriel qui peut nous ramener à cet instant T. Et évidemment, avec l'approche sensorielle, là, on va pouvoir aller à l'origine, à la première empreinte sensorielle, et ensuite, ça prendra sur le fil, je dirais, de l'empreinte sensorielle, tout ce qui est accroché. Et surtout, on va travailler dans le présent. On va pas gratter dans le passé, c'est ça qui est important. Les problématiques non réglées émotionnelles, moi je dis, euh, la maladie cherche à nous guérir de nos blessures émotionnelles non cicatrisées. Mais tout est dans le présent en fait. C'est ça qui est génial. Donc le conflit dans le présent, la libération émotionnelle est dans le présent. Et là, on peut y arriver
sans avoir, comme on faisait à une époque, des thérapies très très longues en cherchant à gratter dans le passé. Ça, j'adore ça. Pour moi, c'est une approche écologique. Alors, Mm. bien sûr, on cherche à rejouer inconsciemment tout ça pour pouvoir retrouver de l'homéostasie relationnelle. Et celui par qui je suis activée est la personne idéale, qu'on soit dans le couple ou au travail, pour que je puisse évoluer. Alors, il y a une approche que j'aime bien, c'est l'approche Imago pour le couple. Bah, c'est une approche qui explique bien que on rencontre pas l'autre par hasard, c'est pas parce qu'ils sont bons le sable chaud, c'est parce qu'en fait, dans 95% des couples, les deux partenaires ont un même type de blessure et ont développé des structures de protection opposées pour y faire face. Alors c'est ça qui est intéressant parce on se reconnaît parce qu'on a la même blessure, mais on n'a pas les mêmes stratégies pour s'en sortir et les structures de protection. Et c'est là où ça frotte un peu. Et donc ce sont ces structures qui, lors d'un différend, sont à la base des conflits et des ruptures si on n'y va pas regarder avec bienveillance, amour, compréhension, acceptation que l'autre est différent et que l'autre, il a mis en place une structure de protection qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc, Mm. j'aime beaucoup cette approche qui dit, parce que ça marche pour le couple et ça marche pour les amis, ça marche pour toutes les personnes que je rencontre avec qui je commence à tricoter une relation. Et puis à un moment donné, ah, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que je fais là? Mm. Comment je fais? Oui, l'inconscient, il reconnaît un petit peu une blessure commune et c'est ça qui va nous attirer vers telle ou telle personne, en fait, c'est ça? Tout à fait. Quand on dit, ah, je l'ai rencontré, il sentait bon le sable chaud, il était beau. Non, c'est pas ça. C'est, j'ai retrouvé du connu dans l'inconnu. Et donc, j'ai retrouvé inconsciemment le même type de blessure, souvent au même niveau. Par contre, ça va frotter, comme je disais, ça va piquer quand l'autre va utiliser des structures de protection qui ne sont pas les miennes. Et là, je vais être activée émotionnellement et je vais être en conflit. Par exemple, si moi je vais tendance à fuir, l'autre va tendance à s'accrocher ou inversement. Voilà. Exactement. Moi, c'est le cas dans mon couple. Moi, j'ai ma réaction archaïque, c'est une agressivité défensive, je me défends. Et mon conjoint, c'est la fuite. Alors, quand moi, j'essaye de m'affirmer quand je suis en conflit et que lui, il s'enfuit, il y a pas d'issue. Donc, derrière ça, on va se poser, on va, d'abord, on va jamais gérer la crise au moment de la crise. On va différer l'instant de la crise. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, on alimente et on passe dans le mode attaque personnelle. Donc, nous, le premier qui pense, il dit, ah, on, on va alerter qu'on a besoin d'avoir un temps. Alors, on a un geste, on a un mot pour ça. Et puis en différé, mais dans les 48 heures, le premier qui demande, on répond et on se pose et on regarde ce qui s'est passé et on détricote un peu le conflit pour identifier les besoins et essayer de voir comment on peut trouver une issue sans perdant ni gagnant, surtout. Moi, je fais une petite parenthèse. En fait, souvent dans les couples, il y en a un qui fait la tête pendant des jours. Donc, ça fait partie de la stratégie de fuite, ça, du passif agressif, c'est un peu Oui, ça? tout à fait, Ouais. tout à fait. Celui qui va faire la tête, il est dans la fuite. Hmm. Donc, bah, si je le laisse faire la tête, oui, mais moi déjà, admettons si c'est moi je reste avec mon paquet, lui aussi, dans son coin, il va dans sa caverne. On dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, l'homme peut aller dans sa caverne, mais quand on va retrouver le même problème, rien ne sera réglé Hmm, c'est ça. et ça va recommencer et ça va peut-être s'intensifier. Alors, est-ce que tu peux aussi nous parler de la peur de dire non et de poser ses limites et de son rôle dans le conflit quand on encaisse jusqu'à exploser d'un coup? Alors tout à fait. Je parlais du burn-out, là c'est vraiment actuellement j'ai beaucoup de personnes qui me consultent pour le burn-out parce que on encaisse apparemment et en fait bien à un moment donné on peut plus on peut plus. Donc il y a un livre de Thomas Hansenburg qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, soyez frais. Ça veut dire que être gentil
c'est souvent avoir peur de dire non. C'est-à-dire, je ne vais pas oser dire non. Pourquoi? Parce que j'ai peur de déplaire, ou alors parce que j'ai peur d'être rejetée. C'est même parfois dans les groupes, c'est ça aussi. J'ai peur de faire de la peine, j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'oser être moi-même avec mes besoins, mes envies, mes désirs. J'ai peur de ne pas être aimée. Et donc, si je fais toujours le gentil, eh ben, à un moment donné, ça va exploser. On parle de faux calmes, des personnes qui sont des faux calmes. Eh bien, à un moment donné, ils vont dire, ah là, vraiment, là, je peux pas l'accepter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je vous donnerai une astuce à la fin pour voir où est votre limite, justement. Donc, aussi pour les personnes qui essayent d'être toujours gentilles et qui n'osent pas dire non, il y a l'idée que le besoin de l'autre va être prioritaire sur le mien, sur son propre besoin. Ça, c'est une erreur fatale parce que qui mieux que moi connaît mes propres besoins. C'est pas à l'autre de deviner mes besoins, c'est à moi de les identifier et de les exprimer. Oui, souvent dans le couple, on attend que l'autre devine par une sorte de Tout à fait. télépathie amoureuse, on ne sait pas comment. Exactement. C'est On un croit leurre. que c'est ça l'amour, mais non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est parler à sa place. Euh, voilà. Est-ce que tu m'aimes? Il y a quelqu'un qui disait est-ce que tu m'aimes? Et l'autre répond quand? Parce qu'on n'aime pas tout le temps la personne. D'abord, aimer l'autre, c'est quoi? C'est quand je te vois, quand je t'entends, mon cœur s'ouvre. C'est ça l'amour. Ça parle pas de l'autre, ça parle de moi. Quand je, quand, quand je te vois, quand je t'entends, quand je pense à toi, mon cœur s'ouvre. Mais ça dit pas que tu es la personne la plus géniale. Voilà. En fait, je sais pas si c'est clair, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et notamment, à un moment donné, quand quelqu'un vous dit, je t'aimais, maintenant, je t'aime plus. Ça parle pas de vous, ça parle de l'autre. Alors, dès qu'il y a de la peur, la libération émotionnelle est la solution la plus adaptée pour moi. Tu fais aussi une différence entre violence et agressivité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ça? Alors, l'agressivité porte en elle la puissance de l'affirmation de soi, la combativité en opposition à l'inhibition d'action. Depuis le début de notre conception, notre cellule qui se divise et se divise, elle cherche je dirais, à s'affirmer, à exister. Il y a une dynamique, il y a un comportement adaptatif aussi avec l'environnement physiologique, biologique. Alors que dans l'agressivité, il y a la conscience de l'existence de l'autre et la rencontre de l'autre, dans la violence, c'est pas du tout le cas. La violence, elle s'accompagne d'une rupture de la relation. L'autre devient à ce moment-là l'objet à détruire. Pourquoi? Parce qu'il est perçu comme euh, trop dangereux pour moi, entre guillemets, puisqu'en fait, je suis dans mon cerveau reptilien, je suis en danger de mort, et j'ai l'impression qu'en détruisant l'autre, ça va me permettre de sortir de mon cerveau de survie. Évidemment, c'est une illusion, puisqu'en fait, l'autre a réveillé en moi quelque chose qui m'appartient. Donc, l'agressivité, c'est l'affirmation de soi. Un enfant, par exemple, moi, j'ai accompagné des enfants en grande difficulté. Et quand j'avais parfois des enfants qui étaient, je me souviens d'une petite fille, je me rappelle même de son prénom, elle s'appelait Nathalie, qui avait les mains sous la table. Il y avait beaucoup de belles choses sur la table pour qu'elle puisse jouer et elle ne bougeait pas les mains, elle avait 4 ans. Voilà. Donc un enfant, euh, il doit explorer le monde, il doit essayer d'agir, de chercher sa place. Et l'agressivité, ça fait partie de ça, de la curiosité, être vivant. La violence, c'est autre chose. La violence, c'est vraiment, je vais détruire l'autre. Et c'est pour ça que les gens se rapprochent d'ailleurs. Ils se rapprochent, ils en viennent aux mains parce que l'autre représente ce que je ne peux pas accepter. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est quand je jette un peu mon paquet émotionnel sans l'avoir travaillé sur l'autre, c'est la violence en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de détruire l'autre, soit par des mots, par des jugements, par des paroles blessantes, on appelle ça aussi des gifles verbales, ou carrément euh, essayer de le frapper pour le faire taire. Pourquoi? Parce que sa parole libre m'emmène dans un univers, dans une représentation du monde à laquelle je n'ai pas accès. Et comme je ne veux pas y aller,
je ressens ça comme une violence. Voilà. Visiter ces zones d'ombre. En fait, l'autre m'invite à regarder des endroits que je ne voulais pas regarder jusqu'à présent. Alors évidemment, il n'est pas question d'accepter la violence. La violence, c'est une perte pour tout le monde, hein. C'est toujours. Et donc, quand il y a un conflit, la première chose, sécuriser les deux. Voilà. Et ne pas gérer le conflit dans le moment où c'est la crise. On voit que le conflit est malheureusement souvent en fait un rapport de force entre deux égaux, ce qui peut rien donner de bon. Et comment on peut passer à un niveau supérieur vers un conflit utile et productif, si on peut dire ça comme ça, qui serait une forme de communication de cœur à cœur. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est pas une utopie. Alors, passer de cœur à cœur, si on dit ça directement aux gens, quand ils sont face à une personne qu'ils ressentent comme destructrice, et c'est parfois le cas, la question, c'est pas de continuer la relation et de se laisser écraser, maltraiter, humilier, rejeter, etc. La question, c'est je joue avec la personne, je continue, ou je cherche une issue honorable pour les deux. Et parfois, il n'y a pas d'issue honorable parce que parfois, il faut passer par la justice quand on a subi des agressions graves, par exemple, et essayer voilà. Mais il y a toujours effectivement un rapport de force quand il y a un conflit. Et pour sortir du rapport de force, eh ben, éviter d'y rentrer. Essayer de ne pas alimenter une posture qui va faire que je vais alimenter le rapport de force. Il y a des techniques, par exemple la Aikido. On va pas faire le mur face à quelqu'un qui veut essayer de vous donner un coup de poing. Quelqu'un veut vous donner un coup de poing, vous allez esquiver, vous n'allez pas faire le mur et il va donner son coup de poing dans le vide. C'est un peu l'idée. Donc pour sortir du rapport de force, j'essaie de ne pas y rentrer. L'autre n'est pas dangereux. L'autre est tellement différent que j'ai l'impression qu'il est dangereux, mais en fait, il m'invite à visiter son monde pour moi-même visiter mes zones d'ombre. Voilà. Alors évidemment, j'ai parlé de la violence. Il y a des violences où on peut même pas, on peut rien faire, mais de toute façon, ça peut nous faire travailler quand même. Mais se protéger, de toute façon, se protéger. Mais souvent, c'est parce qu'on est dans un refus de s'ouvrir à ce qui n'est pas notre mode de représentation. Oui, à Enfin, l'écart du bourreau, on peut peut-être visiter sa part victime et la transcender et aller au-delà, en fait. C'est ça l'idée, ne pas rester dans une relation où on est en danger, surtout pas, mais on peut travailler alors, sur ça. déjà, quand tu parles de bourreau, déjà, essayer de pas rentrer dans le triangle dramatique victime, sauveur, bourreau. La meilleure façon de sortir du triangle dramatique, donc dit de Cartman, c'est pour pas jouer les différents rôles sauveur, victime, bourreau, c'est de se dire je suis plus, l'autre est plus. Maintenant, je suis en incapacité de, de travailler je suis plus et d'accepter que l'autre est plus. Souvent, l'autre est plus, mais je suis tellement en train de me défendre. Bon, alors évidemment, si on prend des cas extrêmes je Oui, je dirais, pense à violence physique, pervers narcissique, etc. oui. Alors, voilà, après, mais déjà, si je rentre pas dans le triangle de Cartman, parce que, par exemple, beaucoup de gens veulent sauver les gens qui sont en difficulté. Voilà, ils font le sauveur. Souvent, ils rentrent par le sauveur. Et après, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On sauve pas. On veut aider, mais il y avait une phrase qui disait ne m'arrêtez pas, ne m'aidez pas, c'est assez difficile comme ça. D'abord, pour aider quelqu'un, il faut qu'il y ait une demande, il faut avoir la compétence, il faut que ça soit de sa responsabilité, qu'il y ait un contrat clair, voilà. Et quelles sont aussi les vertus du conflit? Je pense qu'il y en a, donc c'est bien aussi d'en parler. Alors, pour moi, un conflit, c'est comme un stress. La vertu, c'est que ça va nous permettre de regarder quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Si on a un espace pour jouer ça, on va dire. Donc, un conflit bien géré sans perdant ni gagnant, c'est vraiment une opportunité d'évolution à la fois pour soi, mais aussi pour la relation. Voilà.
Une année, j'avais fait un stage que j'avais appelé le conflit dans le couple, le terreau d'une croissance interpersonnelle. Si j'arrive à grandir en me respectant et en respectant l'autre et en essayant de trouver une issue sans perdant des gagnants, une issue honorable, c'est bon pour tout le monde. Alors, avant de terminer cet entretien, est-ce que tu peux nous parler aussi des différentes dynamiques qui existent entre les conflits de groupe et les conflits individuels? Quelles sont les différences de gestion? Alors, l'être humain a un besoin d'appartenance. C'est un animal grégaire. Il aime bien être avec les autres, il a besoin de ça, il a un instinct grégaire. On le voit au travail, s'il y a des conflits, il va y avoir des alliances, il va y avoir des conflits de pouvoir, il va y avoir des conflits de valeurs, des conflits avec la hiérarchie qui sont assez fréquents, interpersonnels entre des personnes qui se supportent pas, des collègues de travail. Mais là, il y a toujours, quand il y a un groupe, il y a toujours des alliances. Et puis, quand on est dans un conflit au travail, par exemple, il y a le statut et la personne. Alors moi, j'avais fait une recherche, j'ai travaillé pendant des années pour un institut de formation et de recherche sur la gestion des conflits par l'approche non violente. Et on avait travaillé sur statut personne. Et on en est arrivé à dire simplement, le statut protège la personne, c'est-à-dire que il y a toujours un cadre de référence qui va donner la légitimité de ce qu'on dit, ce qu'on fait, et nous protéger aussi si on a besoin. Bon, il faut creuser pour expliquer plus longuement, les gens ont du mal avec ça. Et puis la personne nourrit le statut. C'est-à-dire que quand je suis dans mon statut de, je sais pas moi, assistante sociale, je vais avoir développé un ressenti par rapport à l'empathie, mais je vais être sensible aussi au rejet, à la rivalité mimétique et à la théorie du bouc émissaire. La théorie du bouc émissaire, c'est-à-dire dans un groupe, on va choisir quelqu'un et on va désigner que cette personne, c'est elle, c'est elle qui est à l'origine de tous les conflits, tous les maux. Or, ça, c'est une illusion. C'est le concept de la rivalité mimétique de René Girard. Ça, c'est une illusion de cohésion sociale. Quand on désigne, alors ça, on le voit beaucoup, beaucoup dans la société, on va désigner un bouc émissaire et là, on va avoir l'impression qu'on a une bonne cohésion sociale en dehors de cette personne. C'est une illusion de cohésion sociale. Et puis, j'avais parlé du burn-out. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les conflits au travail favorisent le burn-out. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la souffrance du travail. Enfin, moi, personnellement, j'accompagne beaucoup de personnes sur ce sujet. Alors, je vais te laisser aussi les derniers mots. Tu nous avais dit que tu nous parlerais peut-être d'une clé supplémentaire ou de quelque chose que tu avais à nous proposer. Voilà, je te laisse la parole pour ça. Tout à fait. Alors, je vais vous donner 3 astuces. Évidemment, même 4, parce que la première, c'est bien sûr quand je suis en conflit, la première chose que je fais, je gère pas le conflit quand je suis en instant de crise, je vais d'abord m'apaiser émotionnellement. Si je peux aller jusqu'à la libération émotionnelle totale, c'est-à-dire désactiver à la source, c'est mieux avec la pratique que je pratique, que j'utilise l'approche sensorielle, mais déjà je m'apaise. Je m'apaise. Et ensuite, je vais pouvoir donc faire émerger mon besoin. Donc, euh, donc la première chose que je vais faire maintenant, bon, voilà les 3 astuces en plus. Ouais, ça, c'était l'astuce sur les émotions. Premièrement, à distance du conflit, je vais écouter ce que l'autre a à dire de la situation. Et je vais utiliser l'écoute reformulation. Je vais dire, la personne va me dire, ben voilà, quand j'étais là, voilà ce qui s'est passé pour moi, etc. Et là, vous allez pouvoir dire à la personne, si j'ai bien compris, je t'entends me dire que, vous reprenez les mots, est-ce que c'est bien ça? Tant que vous n'avez pas reformulé exactement les mots de la personne, vous restez à la reformulation. La plupart du temps, quand on est en conflit, qu'est-ce qu'on fait? L'autre nous parle, il nous dit, voilà ce que j'ai vécu, moi, tu vois, quand t'as pas vidé le lave-vaisselle, là, eh bien, et là, je suis en train, moi, de prévoir ce que je vais lui dire.
Alors que l'idée, c'est d'accueillir sa représentation du monde autour du lave-vaisselle. Je prends cet exemple ballot, mais qui déclenche des conflits parfois. Et donc, je vais dire, si j'ai bien compris, je t'entends me dire que quand j'ai remis les assiettes dans le lave-vaisselle, alors qu'elles n'ont pas été passées sous l'eau, il y avait plein de détritus, c'était difficile pour toi. Est-ce que c'est bien ça? Et la personne va dire, oui, c'est ça. Et après, l'autre va parler, écoute, reformulation. Dans un premier temps, c'est très précieux. J'ai eu à utiliser ça avec des gens hors d'eux. J'avais un poste de cadre, ça a été très, très payant. Deuxième astuce, je vais vous proposer de lister pour vous-même, faire 2 colonnes, de lister, par exemple, vous êtes en conflit avec, on va dire, votre voisin. Vous prenez la personne et vous listez ce qui est négociable avec cette personne et ce qui est non négociable. Et vous pouvez faire cette liste négociable, non négociable à chaque fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ça vous permet de clarifier la limite. Et quand vous saurez que vous êtes dans la zone non négociable, là, vous êtes dans un ressenti de danger de mort, entre guillemets. Donc, listez négociable, non négociable pour chaque personne avec qui vous êtes en conflit. Ça peut être les enfants, les parents. Je parle des parents quand on est des parents âgés. Et puis, troisième astuce, essayez, quand vous exprimez votre besoin, quand vous parlez à quelqu'un, de parler en message je. Vous pouvez dire tout en message je. J'ai ressenti, je me demande, j'ai besoin, moi voilà comment j'ai perçu ça. Quand on parle en message je, on parle de soi, on ne parle pas de l'autre. Et ce qui augmente le conflit, et la tension dans le conflit, c'est parce qu'on parle sur l'autre. Voilà, donc message je. Voilà, voilà. Et pour terminer, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'offre un test pour évaluer son niveau de conflit au travail et j'offre aussi un e-book, les 5 bonnes raisons de gérer les conflits au travail. Vous aurez le lien en dessous, contact reset zéro stress, c'est un zéro. Voilà, reset zéro stress et je vous enverrai ça avec plaisir. Ben, super, merci beaucoup Emeline pour ce riche éclairage. Je pense que ça aidera pas mal de monde à porter un nouveau regard sur les conflits, malheureusement, sont le lot commun. Oui, et le conflit, il est partout, c'est normal. Merci de votre écoute, merci Anne pour cette opportunité. Merci, merci à tous pour votre attention et merci encore Emeline. À bientôt, au À revoir. bientôt.